Donc, l'épidémiologie des malformations cardiaques, c'est un sujet qui est un sujet qu'on peut aborder sous différents angles. C'est ce que je vais essayer de faire. Je vais essayer de vous montrer quelle est la prévalence de ces maladies, ou de ces malformations plutôt que maladies, la prévalence d'un certain nombre de problèmes spécifiques. Et on va regarder ça sous différents angles parce que justement, en appréciant ce problème de la prévalence ou de l'incidence des malformations sous différents angles, ça soulève des problèmes divers, que ce soit le vieillissement de la population, le diagnostic prénatal ou certains problèmes de morbidité ou de mortalité. Donc, je vous rappelle que les cours seront accessibles à partir de ce site ou directement sur la chaîne YouTube qui s'appelle M3C Carpe Diem. Et on essaiera de les garder pendant quelques semaines, de garder les enregistrements pendant quelques semaines. Je vais juste vérifier que… excusez-moi. C'est juste pour savoir si vous m'entendez bien là. Il n'y a pas de problème. Ok. Ok, parfait, très bien. Donc, excusez-moi, c'était juste pour vérifier parce que je ne l'avais pas fait. Donc, on continue et on va commencer par le problème de la prévalence des malformations cardiaques ou leur incidence d'abord et leur prévalence en même temps. Et donc, tout d'abord, un diagramme très simple pour montrer quelle est la prévalence, donc combien il y a de malformations cardiaques dans une population par rapport à d'autres maladies que vous connaissez. Donc, encore une fois, la plupart de mes diapositives sont en anglais, c'est une habitude. Et donc, je vous montre ici une maladie que vous connaissez, qui est la mucoviscidose. Et donc, la mucoviscidose, en termes de nombre, c'est un problème qui est 58 fois, on va dire 60 fois moins fréquent que celui des malformations cardiaques congénitales dans la population. Et ceci, c'est vrai, quel que soit le pays sur la planète, puisque en termes d'incidence au moins, de prévalence, on verra que c'est peut-être un peu moins vrai, mais d'incidence, eh bien, il y a une différence de 1 à 60 entre le problème de la mucoviscidose extrêmement médiatisé et celui des cardiopathies congénitales qui l'est peu. Et si on fait des comparaisons avec d'autres affections, comme par exemple l'infection par le virus du sida, ou les autres maladies essentiellement neurologiques que vous connaissez ici, on voit que les malformations cardiaques, c'est extrêmement fréquent. En effet, on va voir tout à l'heure que leur incidence, ça dépend de la population, mais c'est 1% ou un petit peu moins de 1% des naissances, et que la survie est tout à fait considérable en nombre, puisque c'est plus de 90% de la population qui atteint l'âge adulte dans les pays développés. Et donc, ce qui fait que la population de patients ayant une cardiopathie congénitale réparés ou non réparés, hein, et vivant dans les pays développés, ne cesse de croître de façon très rapide chaque année. Alors maintenant, une petite discussion sur l'incidence. Et donc, si on regarde justement cette incidence, et ici, ce sont des analyses de plusieurs études. C'est un papier qui est déjà assez ancien, qui a presque 20 ans. Mais vous voyez que l'incidence, c'est à peu près on va dire 0,8 pour 1000, hein, donc c'est pour 1000 en bas, donc c'est 8 pour 1000, 0,8%, excusez-moi. Donc le pic est à peu près à 8 pour 1000, avec une distribution gaussienne en fonction des études. Alors il y a des études où il y a 5% de cardiopathie congénitale dans certaines populations. Elles peuvent être discutées et je vais discuter justement rapidement de ces biais. Donc si on prend maintenant des études au moment où il y a l'échographie cardiaque. Donc, ça veut dire des cardiopathies qui sont pas suspectées sur des signes échographiques, de la cyanose ou des choses comme ça, mais qui ont été diagnostiquées en échographie. Vous voyez que la différence d'incidence est tout à fait considérable. Cette fois-ci, vous avez l'incidence en ordonnée et puis les pays en abscisse. Bon, si je compare le plus petit, donc en Colombie, il y a l'incidence, c'est 1 pour 1000. Et si vous regardez à Taïwan, l'incidence, c'est plus que 2%, 20 pour 1000. Donc, c'est tout à fait différent. Et la question est de savoir si ça correspond à des différences ethniques ou à des différences méthodologiques. Et la réponse, c'est surtout des différences méthodologiques.
Et si on prend une cardiopathie particulière, par exemple les communications interventriculaires, ben là aussi, on voit que la différence est considérable. Et si vous regardez ici, c'est la proportion des CIV dans le total des cardiopathies congénitales. Et vous voyez que ben, la variation est importante puisqu'il y a, en fonction des séries, ça représente soit les 2/3, 64% ici en France, des cardiopathies congénitales. Et puis, ben, si vous regardez le plus petit, à Oman, c'est seulement 1/3 des cardiopathies congénitales, donc du simple au double en termes de proportion. Donc là encore, très certainement, pour la même cardiopathie, une différence soit de classification, soit une différence authentique de méthodologie. Et éventuellement, on peut discuter, j'en discuterai dans le cours de génétique, mais très brièvement, des différences ethniques. Voilà, pour la tétralogie de Fallot, une cardiopathie qui est difficile à rater, comme c'est marqué, à hard to miss diagnosis, parce que les patients sont symptomatiques, il y a là aussi une grande variation du nombre qui va aussi du simple au double, comme vous le voyez dans l'État du Nevada ou en Belgique, hein, donc avec des populations qui sont à peu près équivalentes. Donc, c'est toutes ces études épidémiologiques qui vont vous donner des chiffres, elles sont sujettes à caution essentiellement du fait du type de recrutement. Donc, c'est ce que je disais, c'est que les différences méthodologiques sont plus probablement à l'origine des variations d'incidence qu'on observe dans les différentes populations sur la planète, plutôt qu'à des différences ethniques qui existent tout de même pour un certain nombre de malformations et que j'évoquerai brièvement, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, il y a des différences ethniques d'une part, mais il y a aussi certainement, et ça on le sait, entre les pays développés et les pays en voie de développement, un problème d'accès au système de santé qui fait qu'un certain nombre de malformations ne vont pas être vues ou d'autres vont paraître plus prévalentes. Et je vais vous donner un exemple. Si on parle par exemple de cardiopathies qui sont immédiatement létales après la naissance ou très rapidement létales, par exemple la transposition simple des gros vaisseaux, la transposition simple des gros vaisseaux, c'est une malformation qu'on ne voit pas quand on fait, comme je le fais assez régulièrement, des consultations dans des pays qui n'ont pas de système de prise en charge néonatale précoce, où les patientes accouchent à proximité de leur domicile sans qu'il y ait obligatoirement de pédiatrie immédiatement. Eh bien, dans ces pays-là, on ne voit pas de transposition des gros vaisseaux, parce qu'en fait, ils sont tous morts à l'endroit où ils sont nés ou dans les jours qui ont suivi leur naissance. Et donc, on n'en voit pas en consultation, on voit plutôt des nourrissons et des jeunes enfants. À l'inverse, on va voir beaucoup de communications interventriculaires, par exemple, qui ont évolué vers le syndrome d'Eisenmenger parce qu'ils auront survécu et ils auront évolué vers une maladie incurable qui les amènera au diagnostic par la cyanose, l'essoufflement ou d'autres symptômes. Et on aura l'impression d'une prévalence et éventuellement d'une incidence, si on se trompe, mais de beaucoup plus élevée de cardiopathie simple que de cardiopathie complexe, tout simplement parce que c'est ce qu'on appelle un biais de survie, ou un survival bias, c'est-à-dire que les patients n'arrivent en consultation que parce qu'ils sont encore vivants, et tous ceux qui sont morts eh ben, ne sont pas vus, donc on a l'impression qu'ils n'existent pas ou qu'ils n'ont jamais existé. Donc ça, c'est vrai, et c'est ce qui va influencer beaucoup les études épidémiologiques. Là, cette diapositive, c'est pour montrer qu'il y a, on a discuté brièvement de l'incidence, maintenant de la prévalence. Donc, on appelait avant notre spécialité la cardiologie pédiatrique. Ça fait bien longtemps que ce n'est plus vrai, hein, ça fait plus que 25 ans que la cardiologie est devenue de la cardiologie congénitale, c'est-à-dire qu'elle va du fœtus à tous les âges de la vie, et elle passe par l'enfance, moment auquel sont appliqués la plupart des soins lourds. Mais on voit sur cette diapositive qui compare l'année 85 et l'année 2000 qu'il y a une augmentation de la prévalence, c'est-à-dire du nombre d'individus vivants, à tous les âges après l'âge de 12 ans. Et donc ça signifie qu'il y a une amélioration de la survie, et en particulier de la contribution des cardiopathies complexes dans la survie des cardiopathies congénitales en termes de nombre. Et c'est pour les gens de plus de 40 ans que vous voyez à droite de la courbe, c'est probablement beaucoup de cardiopathies simples, mais on voit que, on va dire, des ados et des jeunes adultes, c'est beaucoup de cardiopathies complexes qui survivent, qui sont liées à la chirurgie néonatale qui a commencé dans les années 80. Donc, par exemple, les transpositions des gros vaisseaux, comme je le citais à l'instant. Et donc, on voit exactement la même chose ici, en comparant
les cardiopathies simples, et on voit qu'il y a une petite augmentation, et il y a plus d'augmentation de cardiopathie complexe ou autant d'augmentation de cardiopathie complexe. Et là, c'est pour dire la prévalence dans la population canadienne. Et vous voyez qu'il y a environ 13 pour 1000 enfants de moins de 18 ans qui ont une malformation cardiaque, donc 1,3%. D'accord, c'est de la prévalence, hein, c'est plus de l'incidence. Donc, c'est pour toute la population pédiatrique de 0 à 18 ans, il y a 1,3% des enfants qui a une malformation cardiaque et 6 pour 1000 adultes. Mais bien sûr, la population adulte, c'est de 18 ans jusqu'à 100 ans, hein, si on veut. Donc, ça veut dire que le nombre d'individus est beaucoup plus grand. Donc, ça témoigne encore du fait que, eh bien, il n'y a pas 100% de survie et surtout, il n'y avait pas 100% de survie avec une espérance de vie comparable depuis 80 ans. Même chose que ce que je disais sur la diapositive de tout à l'heure, qui était une interprétation qui se confirme dans ce travail, qui montre que pour toutes les cardiopathies congénitales, eh bien, cette fois-ci, c'est un peu inversé, c'est-à-dire les adultes sont en rouge et les enfants sont en bleu. Il y a, en termes de pourcentage d'individus vivants, pour le total des cardiopathies congénitales, une proportion d'adultes qui est plus élevée que la proportion d'enfants. Donc là, c'est en nombre absolu, hein. Ce n'est pas par tranche d'âge d'adultes combien il y en a entre 85 et 2000, c'est par tranche d'âge. Donc, il y a plus d'adultes vivants avec des cardiopathies simples en 2010, alors qu'en l'an 2000, c'était presque comparable. Et pour les cardiopathies sévères, eh bien, on voit que là aussi, il y a plus d'adultes survivants en nombre absolu que d'enfants. Donc ça témoigne bien du fait que notre spécialité est une spécialité qui est, on va dire, qui a acquis sa maturité puisqu'elle s'occupe maintenant de fœtus, d'adultes et d'enfants. Donc, elle a une transversalité sur l'âge, en sachant qu'il y a certes des spécificités adultes, pédiatriques ou fœtales, mais qu'en gros, la seule chose qui compte, c'est d'être un cardiologue congénitaliste. Et après, c'est des problèmes d'environnement. Donc, il n'y a pas de spécificité de l'exercice a priori. Là, je vous montre aussi les chiffres, bien sûr, je ne les cite même pas, hein, ils n'ont pas d'intérêt. Je vous montre ici, par exemple, l'évolution attendue, enfin réelle et l'évolution attendue de la population des cardiopathies univentriculaires dans les pays développés. Et donc, on voit ici que là, c'est la population générale, là, c'est deux formes de ventricule unique. Eh bien, on voit que la proportion la prévalence de patients ayant une cardiopathie univentriculaire va passer de 4,5 pour 100 000 à 7,2 pour 100 000 dans les 25 ans, enfin en 30 ans. Donc, elle va probablement doubler en 30-35 ans. Et avec une population qui va aller en vieillissant, puisque l'âge moyen, si l'espérance de vie progresse aussi, en 2045 sera de 31 ans, alors qu'en 2015 et aujourd'hui, on va dire, il est entre 18 et 20 ans. Donc aujourd'hui, la majorité de la population de cardiopathie univentriculaire est une population d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes. Et ceci devrait changer si la survie est autorisée chez ces patients, en tout cas si elle poursuit son amélioration, pour être une population essentiellement de jeunes adultes en termes de nombre. Donc, c'est vrai pour tous les types de cardiopathie, les simples, les sévères, et de plus en plus pour les formes les plus sévères, y compris les ventricules uniques. Alors, à quoi c'est dû ceci? C'est dû à un certain nombre de recommandations de prise en charge, et en particulier au maintien de la surveillance en consultation des patients qui ont des cardiopathies simples et complexes pour dépister certaines morbidités qui peuvent être fréquentes, en particulier les morbidités rythmiques chez les adultes qui ont été opérés de cardiopathie congénitale, et l'organisation de cette surveillance par des médecins spécialisés en cardiologie congénitale et pas uniquement par des cardiologues n'ayant qu'une formation rudimentaire en cardiologie congénitale. Autrement dit, le système des référents médicaux est un système qui doit se déployer et qui doit éventuellement faire plier les systèmes de santé dans lesquels on n'a pas l'habitude de se confier les patients et qui existent dans beaucoup d'endroits, hein, dans tous les pays du monde, y compris en France en premier. Et donc, c'est un système qui doit référer les patients, quand on n'est pas compétent, vers des centres de référence
ou des centres dédiés à ce type d'activité. Et on voit qu'à partir du moment, et ça c'est une courbe un peu difficile à présenter à gauche, mais que quand on fait des recommandations sur les modalités de suivi et qu'on regarde statistiquement quel effet ça a sur la mortalité, eh bien on voit que l'organisation du suivi dans des centres spécialisés, donc on peut l'exprimer sous la forme de cette courbe ou sous la forme de celle-là qui est plus facile, eh bien quand on est dans un centre de référence pour être pris en charge pour sa malformation, eh bien on meurt moins que quand on n'est pas pris dans un centre de référence. Et ceci c'est parfaitement vérifié pour des cardiopathies individuelles, pour des cardiopathies complexes, mais aussi pour certaines cardiopathies supposées être simples, ayant donné lieu à des complications. Donc le message ici, c'est la survie. C'est vrai que c'est lié au progrès de la chirurgie et de la réanimation post-opératoire dans la petite enfance, mais le maintien d'une survie améliorée à l'âge adulte, c'est lié au fait qu'il faut que ces patients continuent d'être suivis dans des centres avec des gens qui sont compétents pour les cardiopathies sévères ou les cardiopathies complexes, réparées ou non réparées, bien sûr, et que seules quelques cardiopathies simples peuvent être suivies en ambulatoire. À titre d'exemple, suivre une coarctation, c'est quelque chose qui nécessite des compétences très spécialisées. Suivre une communication interauriculaire fermée dans l'enfance, peut-être beaucoup moins. Donc, maintenant, je vous montre ce travail qui a été publié très récemment, puisque je ne me souviens plus quel mois il a été publié, mais c'est cette année, là, pendant le confinement. Et c'est un travail mondial. C'est un travail mondial qui a quand même sélectionné que quelques pays participants, mais en tout cas, il donne une idée un petit peu planétaire des choses. Et donc, il essaye de globaliser la problématique de l'épidémiologie des cardiopathies congénitales. Et si on regarde la façon dont ils l'ont classé, en bleu, c'est les communications interventriculaires, et puis toutes les autres, c'est les cardiopathies plus complexes. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que globalement, la prévalence des malformations cardiaques diminue dans la population mondiale, et en particulier par le fait que celle des communications interventriculaires diminue. Il n'y a pas énormément d'explications. Il y a peut-être un petit peu d'explications sur la tératogénicité de certains produits dans le monde, ou sur l'influence de certaines maladies maternelles, mais en tout cas, ou l'influence dans certains pays du fait que des CIV associés à des syndromes polymalformatifs ou à des anomalies chromosomiques sont éventuellement interrompus. Donc ça, c'est une des possibilités, mais en tout cas, globalement, il n'y a pas d'augmentation de la prévalence planétaire des malformations cardiaques simples. Et il y a soit une petite décroissance, soit une relative stabilité des cardiopathies les plus complexes dans le monde. Et ceci est vrai. SDI, ça veut dire c'est le développement socio-économique en fait du pays, donc qui va de très pauvre à pays riches. Et on voit que ces courbes sont quasiment toutes les mêmes. Donc, en gros, je vous disais que le nombre de patients augmentait globalement, mais si on regarde sur la planète, il y en a quand même un petit peu moins globalement, et c'est peut-être lié à un certain nombre de choses qui sont autour de la grossesse, plus qu'autour du diagnostic, et ces travaux sont vraiment très bien faits. Un petit mot sur la mortalité des cardiopathies congénitales. Et donc, si on regarde la mortalité par cardiopathie congénitale, enfin liée à une malformation cardiaque chez les enfants, la mortalité infantile, donc chez des enfants de moins de 1 an en 2017, eh bien, ce que vous pouvez voir, c'est que en bleu, c'est la mortalité la plus faible, hein, et en rouge, la mortalité la plus élevée. Eh bien, on voit très bien que la mortalité la plus faible par malformation cardiaque se situe dans les pays développés, les plus développés, je devrais dire, c'est-à-dire l'Australie, l'Europe de l'Ouest, et puis la plupart des États américains. Et en vert, il y a très peu de différences de mortalité, et on voit que ça concerne
un certain nombre de pays, en sachant que l'épidémiologie n'est pas claire partout. Et le plus élevé, eh bien, c'est effectivement en Afrique, dans certaines parties de l'Asie de l'Ouest et dans certaines zones de l'Asie du Sud-Est. Donc ça, on va dire que c'est un petit peu superposé au développement socio-économique en termes de mortalité. Maintenant, je vais essayer de m'exprimer correctement. Et cette carte planétaire, ça montre la proportion de la mortalité infantile qui est liée aux malformations cardiaques. Et donc, la proportion de la mortalité infantile liée aux malformations cardiaques, là, ce n'est pas du tout la même chose. Parce qu'on voit que dans les pays d'Afrique, en gros, ce n'est pas un problème de santé publique majeur, parce que ça représente que 4% de la mortalité infantile. Alors que dans les pays, des pays d'Europe de l'Ouest, donc par exemple si on prend la France en orange, eh bien ça représente autour de 10% de la mortalité infantile. Donc c'est une cause très très importante. Un enfant sur 10 de moins de 1 an qui meurt d'une malformation cardiaque. Donc ça, c'est important. Et puis dans certains pays, c'est un petit peu plus, 13%, comme vous pouvez le voir, y compris dans certaines régions d'Europe comme la Grèce ou la Turquie. Donc, si on regarde en termes de proportion, eh bien, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, cause, on va dire, fréquence de la mortalité infantile liée aux malformations cardiaques, eh bien, élevée et dépendante du niveau socio-économique, mais proportion de la mortalité liée aux cardiopathies congénitales par rapport à la mortalité infantile totale, là aussi, inversement dépendante du niveau socio-économique. Et si on regarde l'évolution de cette mortalité entre, on va dire, ces 30 dernières années, liées au niveau socio-économique, on va regarder la courbe noire, c'est global. On voit que globalement, ça diminue. Donc, il y a une amélioration probablement du diagnostic et de l'accès aux soins. Et c'est vrai dans la plupart des pays qu'il y a une diminution globale de la mortalité liée aux cardiopathies congénitales. Donc, il y a véritablement une modification du pronostic dans la petite enfance, avant l'âge de 1 an. Et c'est vrai, quel que soit le niveau socio-économique, par un vrai développement global. Mais c'est un petit peu plus ambigu en termes de proportion, puisqu'on voit que dans certains pays, la proportion diminue, mais dans d'autres qui sont des pays aussi développés, comme la courbe bleue, c'est peut-être un petit peu moins vrai parce que les autres causes de mortalité infantile évoluent aussi de façon différente. Et donc, c'est ce que montre ce diagramme de couleur. Là aussi, on ne va pas regarder les chiffres, mais on va dire globalement, donc c'est du rouge au bleu l'échelle, c'est la mortalité du prématuré qui est la première cause dans le monde de mortalité infantile. Ensuite, c'est les maladies respiratoires. Après, c'est les problèmes néonataux liés à la naissance, c'est-à-dire l'asphyxie néonatale ou le traumatisme au cours de la naissance et les autres pathologies néonatales. Et en 5, c'est la diarrhée. Voilà. En 6, c'est les infections néonatales, puis les cardiopathies congénitales, ça arrive en 7, ça c'est dans le monde, et en 8, c'est le paludisme. Donc on voit quand même que, en gros, c'est la prématurité et les conditions de la naissance. Donc là, c'est plutôt l'organisation de la naissance dans la plupart des pays, enfin sur la planète, qui pose un problème de mortalité infantile. Et puis après, arrivent assez rapidement les cardiopathies congénitales, mais tout de même après les maladies infectieuses du tube digestif et les maladies respiratoires infectieuses qui sont le numéro 2. Et donc, si on regarde les pays très développés, eh bien, à ce moment-là, l'ordre est complètement bouleversé. Et vous voyez que les cardiopathies congénitales, c'est la 4e cause de mortalité chez l'enfant dans les pays qui sont très développés. La première restant la prématurité. Et puis ensuite, le reste, c'est aussi des problèmes de prématuré. Mais bien sûr, étant donné que les règles d'hygiène sont différentes, les problèmes diarrhéiques et les grandes déshydratations très graves, ça atteint la 15e place. Donc, là aussi, en fonction du pays où on est, je dirais la charge en termes de mortalité et de morbidité infantile des cardiopathies congénitales est totalement différente. Brièvement, pour sauter de la mortalité infantile à l'adulte,
les adultes qui vivent avec des malformations cardiaques congénitales, si on regarde les problématiques médicales qu'ils posent, je ne parle pas des problèmes spécifiques à certaines cardiopathies, faut-il mettre une valve à une tétralogie de Fallot de 43 ans, à quel moment opérer la dilatation aortique dans une transposition des gros vaisseaux qui a eu un switch. Ce sont des questions très spécifiques qui sont d'abord extrêmement rares et qui s'adressent aux centres ultra spécialisés. Mais qu'est-ce que posent comme problème les adultes qui ont des cardiopathies congénitales? Eh bien, la plupart des problèmes, c'est des troubles du rythme. Des troubles du rythme rapide, des troubles de conduction. Et donc, tout ça, c'est la prévention de ces anomalies rythmiques. Et donc, ça suppose que dans l'environnement qui suit ces patients, il y ait certes des cardiologues congénitalistes, mais aussi des rythmologues. Et puis, le reste, eh bien, ce sont des problématiques qui sont, on va dire, relativement banales, c'est-à-dire l'hypertension systémique. L'hypertension pulmonaire, ça l'est peut-être un petit peu moins, mais ça va certainement beaucoup, beaucoup diminuer, en particulier la physiologie d'Eisenmenger, au moins dans les pays développés. Et puis, l'endocardite et les problèmes aortiques restent des complications. Donc, ce que je veux vous montrer là, c'est que les problèmes cardiaques sont des problèmes d'une grande banalité pour des cardiologues et que le problème principal, ce sont les arythmies, qui sont des arythmies parfois complexes. Et donc là aussi, c'est extrêmement prévalent et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Donc, il faut avoir des équipes rompues à ce type de problème. Les causes de mort des patients adultes qui ont des cardiopathies congénitales, eh bien, en fait, il y a essentiellement deux, même ça représente un petit tiers de la mortalité, mais il y a deux causes qui regroupent tout, c'est l'insuffisance cardiaque progressive, presque 20%, et la mort subite, presque 20%. Et là, ce sont vraiment deux sujets sur lesquels, pour ceux d'entre vous qui éventuellement se destineront à cette spécialité après, ou qui liront sur cette spécialité, c'est deux sujets qui ne sont pas bien maîtrisés. Comment est-ce qu'on prévient la mort subite dans les cardiopathies congénitales natives ou opérées? Il n'y a pas énormément de recommandations d'une grande précision. Et comment est-ce qu'on traite, est-ce qu'on prévient l'insuffisance cardiaque chez ces patients ayant des malformations parfois curieuses? Là aussi, c'est un sujet qui n'est pas complètement, qui est loin d'être complètement résolu. Donc, je passe maintenant au sujet du diagnostic prénatal, ou plutôt tendance au diagnostic prénatal, pour vous donner aussi un certain nombre d'idées sur ce qui se passe, cette fois-ci essentiellement dans les pays développés, parce qu'on n'a pas d'informations dans les autres pays, et on va surtout se concentrer sur la France, qui est un exemple un peu particulier. Donc, si on regarde l'évolution de la proportion de diagnostic prénatal des malformations cardiaques, là, c'est le registre de Paris. Donc, c'est une vision, c'est parce que c'est un des anciens registres de cardiopathie qui existent, donc ça s'appelle le registre des malformations de Paris. Et donc, on voit que dans les années 80, la proportion de diagnostic prénatal, c'était 23%. Et dans la fin des années 90, c'était 47%. Donc, ça a doublé, tout simplement parce qu'il y a une organisation du système de santé qui fait qu'on diagnostique des malformations cardiaques en France avec une organisation du diagnostic prénatal par des échographies systématiques proposées pendant toutes les grossesses, y compris les grossesses normales, y compris chez les patientes qui n'ont aucun facteur de risque que leur bébé ait une malformation cardiaque congénitale. Donc, il n'y a pas d'antécédent familial, il n'y a pas de tératogène, il n'y a aucune anomalie de la clarté nucale, etc. On continue quand même à faire des échographies pendant la grossesse, au 2e et au 3e trimestre, en sachant que découvrir une malformation cardiaque ou une autre malformation n'est pas un objectif, puisque le but, c'est d'assurer le bien-être de la mère et de l'enfant pour justement réduire cette morbidité et cette mortalité néonatale qu'on a dite tout à l'heure, non liée aux malformations cardiaques. Donc, le fait de trouver une malformation cardiaque, on va dire, c'est un effet secondaire du diagnostic prénatal généralisé. Mais il permet quand même aujourd'hui de diagnostiquer la moitié des malformations, en particulier des malformations sévères, à la fin des années 90, et c'est plus aujourd'hui. De façon parallèle, et si vous lisez la ligne du dessous, vous voyez qu'il y a eu une petite augmentation de 10% à 15% du taux d'interruption de grossesse pendant cette période-là,
alors que de façon parallèle, les traitements se sont améliorés pour les cardiopathies les plus complexes. Et ça veut dire qu'il y a une évolution sociale qui a fait que pendant cette période, il y a eu une évolution de la proportion d'interruptions de grossesse en France et qui est, je vous montrerai les chiffres tout à l'heure, je ne sais pas s'ils seront exprimés de la même façon, mais qui est complètement stable et même un petit peu moindre aujourd'hui, autour de 12 à 13% d'interruption de grossesse dans les malformations cardiaques, y compris les malformations complexes. Donc, il y a une vraie stabilité depuis maintenant plus de 30 ans du taux d'interruption en France. Et puis, il y a eu d'autres événements qui sont listés en dessous, qui sont moins d'enfants morts-nés, une réduction considérable depuis plus de 200%, de plus de 250% de la mortalité du premier jour et aussi de celle de la première semaine, et une réduction de la mortalité périnatale des cardiopathies congénitales également très importante, dans laquelle le fait de faire le diagnostic prénatal a joué bien sûr un rôle. Si on regarde maintenant en fonction du type de cardiopathie comment ça a évolué, ben là c'est juste de la technique, et l'épidémiologie traduit la technique. Pour l'hypoplasie du cœur gauche, HLHS, eh bien on voit que le diagnostic prénatal dans les années 80, c'était 1 fois sur 3, et aujourd'hui, on va dire, c'est pas loin de 100% de diagnostic prénatal, hein, en 2020, quasiment pas d'hypoplasie du cœur gauche qui ne soit pas diagnostiquée avant la naissance. Et pourquoi? Parce que c'est simple, il suffit de regarder le cœur et il va manquer un ventricule. La moitié du cœur sera absente, comme je vous ai dit hier dans le cours de physiologie. Donc ça, c'est très facile à voir. Donc le diagnostic prénatal est très efficace. Donc les malformations très graves avec un seul ventricule sont très très souvent diagnostiquées, quasiment 100% des cas. Pour la transposition des gros vaisseaux, eh bien c'était que 10% parce que la transposition des gros vaisseaux n'altère pas la quête cavité. C'est-à-dire qu'on voit les deux ventricules, les deux oreillettes sont strictement normaux. Il faut bien regarder les vaisseaux. Et ça ne faisait pas partie de la checklist que devaient vérifier ceux qui font le diagnostic prénatal, c'est-à-dire les échographistes et les radiologues. Et à partir du moment où ça a été mis dans la checklist, à la fin des années 2000, on est passé à un taux de diagnostic beaucoup plus élevé qui, en région parisienne, aujourd'hui atteint plus de 80%. Pour la tétralogie de Fallot, c'est exactement la même idée. Tant qu'on ne regardait pas les gros vaisseaux, eh bien, on ne pouvait pas faire le diagnostic de la tétralogie de Fallot. Et on voit que l'évolution a été considérable. Et aujourd'hui, le diagnostic de tétralogie de Fallot en anténatal est aussi fait de façon très fréquente. Pour la coarctation de l'aorte, c'est plus difficile parce que pour la coarctation de l'aorte, comme on en a discuté hier dans le cours de physiologie, ben vous voyez que dans les années 80, personne pensait qu'on pouvait diagnostiquer en anténatal une coarctation de l'aorte, puisque la coarctation de l'aorte se constitue à la fermeture du canal artériel. Et donc, ça ne pouvait être une cardiopathie postnatale, puisque sinon, le canal artériel est ouvert avant la naissance. On a vu que ce n'était pas toujours vrai. Mais depuis le début des années 90, donc ce n'est pas si ancien que ça, même si ça peut paraître vieux pour un certain nombre d'entre vous, eh bien, on a pensé que la coarctation était liée justement à l'accentuation de la symétrie entre les cavités gauches et les cavités droites. Et donc, on a dit, peut-être qu'on peut faire le diagnostic avant la naissance. Et aujourd'hui, on fait le diagnostic avant la naissance des coarctations, à peu près dans 50% des cas. Donc, c'est quand même loin d'être 100% des cas. Ça veut dire qu'on n'a pas encore toutes les clés pour apprécier quel degré d'asymétrie ventriculaire et quel degré d'accentuation de la symétrie entre les ventricules et les gros vaisseaux va conduire à une coarctation de l'aorte en période néonatale. Et donc, on n'est pas extrêmement doué, mais en tout cas, on a quand même progressé dans ce type de diagnostic. Donc, ça, je zappe pour vous montrer maintenant un certain nombre de chiffres d'épidémiologie du diagnostic prénatal des malformations cardiaques à partir du registre qui s'appelle EPICARD. Donc, c'est une étude en population. Ça veut dire que l'étude en population, elle n'a pas les biais méthodologiques que je vous ai présentés au tout début. C'est-à-dire qu'on a pris dans la région parisienne, Paris et Petite Couronne, pas Grande Couronne, toutes les malformations cardiaques congénitales qui ont été diagnostiquées pendant la vie fœtale et jusqu'à l'âge de 1 an, en ayant un système policier pour les identifier sans exception. Alors, il y a probablement peut-être des exceptions, mais en tout cas, s'il y en a, elles sont extrêmement réduites. C'est la caractéristique des études en population qui va donner une incidence vraie à la fois du type de malformation et de leur variété, puisque les diagnostics ont tous été vérifiés dans cette étude pour plus de 3000 patients, enfin fœtus et patients. Donc, c'est des diagnostics qui ont été vérifiés par Lucie Louyel et par moi-même. Et on a utilisé pour les classer, pour pouvoir exprimer les résultats, la classification ACCHD,
que vous avez peut-être évoqué ce matin avec le professeur Houyel et qui est une classification segmentaire des malformations cardiaques qui va décrire avec l'approche segmentaire donc des hétérotaxies, des anomalies veineuses, des anomalies des oreillettes, de la jonction auriculo-ventriculaire, des anomalies complexes de la jonction auriculo-ventriculaire, les cardiopathies univentriculaires, les CIV, les anomalies des gros vaisseaux de la base et les anomalies des troncs extrapéricardiques, dont la coarctation, et enfin les anomalies coronaires. Qu'est-ce qu'on voit dans cette étude? Eh bien, on voit que ici, la proportion d'interruption de grossesse pendant cette période est effectivement, maintenant c'est plutôt 12%, mais ça varie toujours, autour de 15% d'interruption, donc ça n'a pas changé depuis 30 ans, avec une mortalité in utero qui est de 2% des malformations dépistées chez le fœtus. Et puis, on a deux informations importantes. Les anomalies chromosomiques sont associées dans 14% des cas aux cardiopathies congénitales et les malformations extracardiaques également dans 14% des cas. Donc, les malformations isolées représentent 60% des malformations cardiaques. C'est bien sûr variable en fonction du type de cardiopathie. À chaque fois, les tableaux listent la classification ACCHD. Et si on regarde les hétérotaxies que vous avez discuté ce matin, il y a bien sûr beaucoup d'anomalies extracardiaques. Là, c'est une fois sur 4, il y a des anomalies extracardiaques, que ce soit dans le total de la population ou uniquement chez les enfants nés vivants. Et c'est lié au fait qu'il y a des anomalies de position des différents organes et d'autres malformations dans un contexte d'hétérotaxie. Par contre, il n'y a pas d'anomalie chromosomique dans les hétérotaxies, et ça, on le sait très bien. Il y en a qui ont été décrites, mais elles sont exceptionnelles. À l'inverse, si je prends les canaux atrioventriculaires, les anomalies de la jonction auriculo-ventriculaire, eh bien, on voit qu'il y a beaucoup d'anomalies chromosomiques, puisque c'est essentiellement la trisomie 21, mais aussi la 13, la 18, et bien d'autres anomalies ou syndromes microdélétionnels. Et donc, il y a extracardiaque, puisque ces cardiopathies sont très souvent liées à des anomalies chromosomiques ou syndromiques. Et si on prend des anomalies de la connexion ventriculo-artérielle, eh bien là, on voit qu'on retrouve une proportion qui, en tout cas si on prend le total pour l'interpréter, qui s'approche de la proportion de cardiopathie en général, c'est-à-dire 11% d'anomalies des chromosomes et 19% d'anomalies extracardiaques. Donc c'est un petit peu comme la population générale des cardiopathies, ce n'est pas aussi tranché que pour les deux que je viens de citer, hétérotaxie et canaux atrioventriculaires. Maintenant, je veux juste vous montrer avec cette diapositive la différence qu'il peut y avoir entre une étude en population et une étude qui est menée par un centre hospitalier. Et ça, c'est pour comprendre parfois la vision qu'on a soi-même. Hein. L'épidémiologie, ce n'est pas toujours pour faire des grandes études scientifiques où on se dit, bon, ça, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Mais de temps en temps, on voit soi-même, par exemple, sa propre clientèle par un petit bout de la lorgnette. Et il faut savoir que quand on fait de la médecine spécialisée, sa clientèle, elle est filtrée. Elle est filtrée par un certain nombre de phénomènes à l'avance qui va vous donner une idée fausse de l'incidence ou de la prévalence d'un certain nombre d'anomalies. Et donc, regardons toujours avec à gauche la classification ACCHD. La première colonne de gauche ici, c'est Necker enfant malade. Donc, c'est ce que j'ai appelé tertiary center, c'est-à-dire un centre de référence. Et ça, c'est la population base, c'est toute la population. Donc, c'est les résultats des Picardes. Et bien, si on regarde les canaux atrioventriculaires, on voit que nous, on a un Necker, 57% de canaux atrioventriculaires qui sont isolés. Il n'y a pas d'anomalie chromosomique, alors que dans la population générale, eh bien, c'est 30% des canaux atrioventriculaires qui sont isolés. Donc, pourquoi? Eh bien, parce que vous apprendrez ça dans le cours sur canal atrioventriculaire. Les canaux atrioventriculaires, quand il n'y a pas d'anomalie chromosomique, ils sont anatomiquement plus complexes. Et nous, on est un centre tertiaire, on s'occupe beaucoup plus de malformations complexes que de malformations simples. Donc, on ne nous envoie pas les canaux atrioventriculaires simples associés à la trisomie 21 opérés ailleurs. Donc ça, c'est pour ça qu'on les voit moins plutôt. On les voit, mais on les voit moins. Pour les communications interventriculaires, c'est l'inverse. En fait, on voit moins de communications interventriculaires isolées à Necker qu'il n'en existe dans la population générale. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, nous, on va voir, là, je parle des anomalies chromosomiques ou des anomalies, des malformations extracardiaques. Eh bien, c'est parce que
on nous envoie les communications interventriculaires quand elles sont associées à d'autres anomalies, en particulier dans des prises en charge complexes. Par exemple, atrésie de l'œsophage avec communication interventriculaire ou une malformation extracardiaque cérébrale avec une communication interventriculaire. Donc ça va être adressé dans notre unité parce que eh bien, il y a l'environnement pédiatrique et chirurgical autour. Et puis, on pourrait continuer comme ça l'interprétation. Pour les cardiopathies univentriculaires, c'est beaucoup plus souvent isolé que dans la population et qui éventuellement peuvent rentrer dans un parcours compassionnel ou de soins palliatifs, eh bien, ne sont pas adressés pour une prise en charge. Il y a eu une petite interruption de quelques secondes, mais je pense que c'est rétabli maintenant. Donc maintenant, si on regarde la proportion de diagnostic prénatal, eh bien, c'est 40% à peu près si on exclut les anomalies chromosomiques et malformations extracardiaques. Et ici, c'est à peu près la même chose que ce que je discutais à partir des données du registre. On voit que pour les hétérotaxies, où il y a souvent un seul ventricule, 90% de diagnostic. Pour les ventricules uniques, plus de 90% de diagnostic. Et pour les CIV, beaucoup plus difficile à voir, puisque je vous rappelle que la pression est la même dans les deux ventricules. Donc, on ne voit pas de shunt dans le cœur fœtal. Et donc, il faut repérer anatomiquement qu'il y a un petit trou. Ce n'est pas toujours facile. Et on voit là que 10% des CIV sont diagnostiqués en anténatal. Alors que les anomalies des troncs extra-péricardiques, c'est 45%. Là aussi, ce n'est pas très performant, c'est seulement la moitié parce que ça inclut la coarctation dont on a déjà discuté. Et si on prend les cardiopathies complexes, on voit que pour transpo, malposition vasculaire complexe, cœur univentriculaire, double discordance, c'est-à-dire des malformations d'une grande complexité anatomique, la performance est très bonne, avec plus de 80%, voire 90% de diagnostic prénatal. Il faut savoir que dans beaucoup de régions du monde qui ont des médecins tout aussi compétents, la proportion de diagnostic prénatal de ces malformations complexes n'atteint pas 20%, parce que le système de santé n'a pas prévu de faire ces diagnostics de façon systématique. Et donc, la France, c'est un pays très performant pour ça, mais ça repose pas du tout sur la compétence des cardiologues ou des médecins qui font l'échographie fœtale, ça repose sur la compétence des dépisteurs, c'est-à-dire de ceux qui examinent les grossesses normales. Donc, c'est notre système de santé qui permet ça. Et derrière, l'expertise, c'est quelque chose qui est important, mais qui a un aspect accessoire dans la performance, en tout cas, de la proportion de diagnostic qui est faite, qui n'est absolument pas faite par les cardiologues congénitalistes qui font de l'échographie fœtale. La proportion d'interruption de grossesse, c'est un sujet qui, là aussi, dépend du système de santé. Il y a des pays où il n'y a pas d'interruption de grossesse, il y a des réglementations extrêmement variées en fonction des pays, même en Europe, donc, qui n'ont éventuellement rien à voir les unes avec les autres. Et donc, si on regarde globalement, la proportion d'interruption de grossesse, si on exclut les anomalies chromosomiques, donc essentiellement la trisomie 21, c'est 10%. Et si on exclut les anomalies chromosomiques et les enfants qui ont des polymalformations, on interrompt pour malformation cardiaque que dans 6% des cas, dans les formes au total. Et si on exclut les communications interventriculaires, les anomalies chromosomiques et les anomalies extracardiaques, eh bien, il y a 14% d'interruption de grossesse. Donc, c'est le chiffre que je vous donnais qui est stable depuis plus de 30 ans en France. Donc, en gros, la décision d'interruption de grossesse pour malformation cardiaque n'a pas évolué en termes de proportion, mais peut-être en type de malformation. Et donc, c'est ce qui est représenté sur le tableau de droite, toujours un CCHD en termes de liste, pour que ça soit pareil. Excusez-moi. Donc, dans les hétérotaxies, 75% d'interruption parce que c'est des ventricules uniques, c'est à peu près 2/3 d'interruption dans les ventricules uniques. Ça reste globalement stable depuis à peu près 25 ans. 2/3 des cardiopathies univentriculaires sont interrompues. Enfin, les parents choisissent l'interruption. Et puis, si on regarde ici, les CAV, ils sont interrompus dans un peu plus de 40% des cas, essentiellement quand ils sont associés à des anomalies chromosomiques. Et bien sûr, les communications interventriculaires, qui sont des malformations simples, ne sont pas interrompues, sauf s'il y a des anomalies extracardiaques associées. Donc ça, c'est le choix des familles qui reflète, je dirais, des aspects culturels dans un pays, et ça ne reflète absolument pas un processus de décision médicale, c'est juste des choix culturels. Et c'est pour appuyer sur cette idée-là
que je vous montre ce type de papier. Là aussi, il faut les interpréter de façon très, très précise. Il ne faut pas être critique, il faut juste comprendre ce que ça veut dire. Là, c'est un travail sur la mortalité périnatale et l'interruption de grossesse chez des patients qui ont des cardiopathies congénitales sans anomalie chromosomique. Et j'ai mis un drapeau français à chaque fois, puisqu'on a l'impression que la France est vainqueur, c'est-à-dire que la France interrompt beaucoup de cardiopathies congénitales. Donc, le foncé, c'est quand elles sont très sévères, et gris, c'est quand elles sont moyennement sévères. Donc, ça, c'est ça. Et en fait, on dit la proportion d'interruptions est très importante en France. C'est bien sûr complètement faux. C'est complètement faux parce que c'est une proportion. La proportion, ça dépend du diagnostic prénatal qu'on fait. Donc, si je donne l'exemple en bas, si on diagnostique 100% des hypoplasies du cœur gauche, ce qu'on fait en France, et en particulier, ou à Paris plus précisément, puisque je vous montre les datas de Paris, mais c'est à peu près la même chose partout, et que 50% des parents choisissent l'interruption de grossesse, la mortalité périnatale, c'est 50%. Alors que si on diagnostique 10% de l'hypoplasie du cœur gauche et que 100% des parents choisissent l'interruption de grossesse, la mortalité périnatale, ça reste 10%. Si on imagine que tous ceux qui naissent survivent dans les deux cas. Et donc, on voit bien que la comparaison est complètement ridicule, puisqu'elle n'est fondée que sur l'organisation du système de santé. Je donne un exemple qui n'est certainement pas un jugement de valeur. C'est si vous êtes en Italie, vous ne pouvez pas interrompre la grossesse après, je ne me souviens plus exactement si c'est 22 ou 24 semaines. Donc, ça, c'est comme ça, sauf cas de force majeure, risque maternel majeur, etc. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas interrompre. Bon, les cardiopathies congénitales, c'est diagnostiqué dans la plupart des cas entre 16 et 22 semaines, et les Italiens font beaucoup de diagnostics prénatal. Mais avant 24 semaines, il n'y a pas de nécessité de passer par un centre de diagnostic prénatal pour discuter du fait qu'on a informé correctement les patients et qu'on va leur faire suivre un chemin qui les conduira soit à poursuivre la grossesse ou à l'interrompre. Ceci n'est pas du tout proposé. Et donc, comme ce n'est pas proposé, même si dans certaines villes c'est fait, il n'y a pas de recensement des interruptions de grossesse avant 24 semaines. Donc, bien sûr, quand on fait des statistiques internationales, si vous vivez dans un pays où il n'y a aucun recensement de l'interruption de grossesse avant 24 semaines, vous ne saurez pas pourquoi elle a été interrompue, et donc vous direz qu'il n'y a pas d'interruption. Voilà. Donc, c'est en gros des travaux qui ne permettent absolument pas de manipuler cette information. Et donc, en France, le système n'est pas du tout le même, puisqu'on peut interrompre la grossesse de façon volontaire sans passer par un centre de diagnostic prénatal jusqu'à 14 semaines. Et après, on doit passer par un centre de diagnostic prénatal. Et donc, ce n'est pas le cas dans la plupart des pays d'Europe. Donc, la comparaison entre les pays pour ce type de sujet est erronée. La mortalité infantile, on en a déjà discuté tout à l'heure brièvement. C'est juste pour montrer que après l'interruption de grossesse, qui est différente en fonction du type de cardiopathie, la mortalité infantile est aussi différente puisqu'elle dépend de la gravité de la malformation. Pour les hétérotaxies ou les cardiopathies univentriculaires, elle est tout à fait considérable puisqu'il y a déjà seulement un tiers des enfants qui naissent et ensuite il y a un tiers ou des 2 tiers qui meurent dans la première année. Mais si on regarde la mortalité globale, eh bien, on voit que c'est pour l'ensemble 6,4% et les formes sévères de cardiopathie 8,7% de mortalité au cours de la première année, qui est essentiellement une mortalité périopératoire et parfois liée au traitement compassionnel, mais cette mortalité est essentiellement le fait des cardiopathies les plus complexes. Un petit mot des cardiopathies congénitales chez le prématuré pour vous donner quelques notions. La première, c'est que, je suis désolé, la diapositive est un petit peu coupée sur la gauche, c'est que si on regarde ces 32 semaines, 32, 37 et les moins de 37, donc c'est la définition de la prématurité. Et si vous vous souvenez de l'incidence des malformations cardiaques, eh bien, vous voyez ici que si on prend les malformations cardiaques isolées, chez les moins de 32, les 32, 37 et les moins de 37,
eh bien, il y a beaucoup plus de malformations cardiaques que dans la population générale. Et donc, pourquoi? Peut-être parce que la malformation est une cause elle-même de prématurité. On ne sait pas très bien pourquoi, mais en tout cas, c'est trouvé dans la plupart des études. Et l'autre chose, c'est qu'il y a des gens qui ont dit que les malformations cardiaques étaient plus fréquentes chez les prématurés parce qu'en fait, il y avait plus de diagnostics prénatal et donc on faisait naître les bébés plus tôt. Donc ça, c'est faux. Ça a été montré par ce même travail qui montre qu'il n'y a pas de différence, comment dire, il n'y a pas de différence significative entre des prématurités provoquées par un accouchement déclenché au prétexte d'un diagnostic prénatal et la proportion de patients qui naissent spontanément prématurés. Mais par contre, on confirme qu'il y a toujours plus de malformations cardiaques chez les bébés qui sont prématurés. Et éventuellement, pour certaines malformations cardiaques, c'est encore plus fréquent. Et si on regarde ici, si on prend les tétralogies de Fallot et les cardiopathies de type canal atrioventriculaire, donc qui sont listées en haut, il y a beaucoup plus de prématurité dans ce groupe de cardiopathie. Donc, il y a un lien fort entre prématurité et cardiopathie congénitale. C'est-à-dire les bébés qui ont des cardiopathies congénitales naissent plus souvent prématurés. C'est important, pourquoi? Parce que la mortalité des bébés qui naissent prématurés est augmentée quand ils naissent avant 35 semaines. C'est augmenté de façon tout à fait considérable, puisque on ne le voit pas vraiment sur une courbe actuarielle comme vous voyez là, mais si on prend les 28-31, donc la prématurité extrême, mais aussi les 32-34, eh bien, donc la naissance avant 35 semaines, eh bien, la mortalité est augmentée par 4 pour toute si c'est ajusté sur le type de cardiopathie congénitale. Donc là aussi, la naissance prématurée est une problématique dans un autre sens, c'est-à-dire qu'il y a plus de prématurité dans les cardiopathies congénitales en général, et en particulier dans certaines d'entre elles comme CAV ou Fallot, et il y a beaucoup plus de mortalité, puisqu'on va avoir la conjugaison du risque de la cardiopathie et bien sûr du risque de la prématurité, et si elle est extrême ou très importante, 28-31, on ne dit pas extrême, mais si elle est importante, eh bien à ce moment-là, on aura une mortalité encore plus augmentée. Et ça se traduit aussi par d'autres travaux. Je vous ai montré les travaux des Picard précédemment. Et là, on voit donc sur ce travail des États-Unis, si on prend comme âge de référence 39 semaines et demie, on voit qu'il y a aussi une surmortalité quand on est au-delà de 35 semaines. On voit que c'est significatif, même quand c'est ajusté, on voit que c'est significatif à partir de 37 semaines. Donc, dès qu'on descend en dessous de 37 semaines, on a une surmortalité des bébés prématurés avec une malformation cardiaque par rapport à ceux qui naissent à terme. Donc, il n'est pas question de déclencher, sauf raison très argumentée, des naissances prématurées au prétexte de malformation cardiaque, sauf si bien sûr ça change complètement la donne en termes de pronostic, de faire naître le bébé un petit peu plus tôt. Et donc, il faut essayer de faire naître les bébés le plus à terme possible s'il y a un diagnostic prénatal. Il y a aussi une mortalité chirurgicale qui est différente. Et là, c'est des scores de risque, Rachels et Aristote. Et donc, on voit, ce n'est pas marqué en fonction du terme, mais c'est marqué en fonction du poids. Si vous regardez ici les poids de 1 à 2,5 kg, il y a d'autres travaux avec d'autres fourchettes de poids. Et donc, on voit là aussi que pour des cardiopathies qui sont de plus le score est élevé pour les cardiopathies graves, je pense qu'ils n'en avaient pas assez pour les formes les plus sévères ici, mais pour des cardiopathies qui sont plus sévères, par exemple une tétralogie de Fallot, ça rentre tout de suite dans des scores plus élevés, eh bien on a une mortalité qui est très significativement augmentée quand les bébés sont de petits poids. Donc, plus de prématurés chez les bébés fœtus qui ont des malformations cardiaques, plus de naissances prématurées par rapport à la population générale, plus de mortalité, ce d'autant qu'on est en dessous de 35 semaines, et plus de mortalité chirurgicale quand on est en dessous de 2,5 kg pour des cardiopathies de niveau de sévérité modéré, puisque c'est juste 2 pour Rachels, enfin 3 pour Rachels et 2 pour Aristote. Ensuite, un coût beaucoup plus élevé pour les naissances prématurées, puisque ici, c'est à nouveau listé à gauche le terme,
et le nombre de jours d'hospitalisation. Et on voit que dès qu'on passe en dessous de 37 semaines, eh bien, il y a tout de suite plus 3 jours, plus 4 jours, plus 5 jours, plus 6 jours pour des enfants qui sont nés au-delà de 34 semaines. Donc, et ceci, alors ça dépend bien sûr des systèmes de santé, mais en France, par exemple, le séjour en soins intensifs, ça peut aller, ça dépend des endroits, mais ça peut aller jusqu'à 5 000 euros. Donc, ça veut dire que c'est 30 000 euros de plus si on est à 34 semaines. Juste un petit mot, parce que c'est des questions que parfois posent les parents. Est-ce qu'il y a un risque qu'il y ait des malformations cardiaques chez dans des bébés, enfin des fœtus ou des nouveau-nés de couples qui recourent à la procréation médicalement assistée? La réponse est oui, essentiellement pour l'ICSI, mais aussi pour d'autres types d'assistance médicale à la procréation, et peut-être pas pour toutes les cardiopathies, mais pour un certain nombre de cardiopathies, c'est vrai. Donc, quand les parents posent la question, on sait que le risque est statistiquement un peu augmenté par la procréation médicalement assistée. Et c'est vrai, là, je vous ai mis l'exemple de la tétralogie de Fallot dans ce travail, mais il y a d'autres travaux d'autres pays que je n'ai pas cités qui montrent que c'est vrai pour d'autres malformations. Un petit mot pour terminer sur l'idée de pauvreté et cardiopathie congénitale. Je l'ai déjà un petit peu abordé avec le papier du Lancet, enfin du groupe du Lancet de cette année. Je montre ici la pauvreté dans sa vision multidimensionnelle, c'est-à-dire ça correspond à l'addition de paramètres qui sont liés au logement. Donc, est-ce qu'on a accès au logement? Est-ce qu'on a accès à l'alimentation, à des paramètres de santé, des paramètres d'éducation? Et on voit ici, bien sûr, que la map monde est complètement déformée. Voilà, donc l'Inde, par exemple, occupe une grande partie de la surface, ainsi que l'Afrique, et on voit quasiment pas les pays d'Europe de l'Ouest, puisqu'ils sont considérés comme moins pauvres, avec cet aspect multidimensionnel qui donc prend en compte tous ces aspects qui sont listés en dessous: éducation, santé, living standards. Ça, c'est la mortalité infantile, on l'a déjà vu tout à l'heure. Et là, c'est la mortalité par anomalie congénitale, et on l'a déjà vu aussi tout à l'heure, mais plus spécifiquement pour les malformations cardiaques. Donc, on voit sur ces images qu'il y a un lien direct entre le niveau socio-économique et la mortalité infantile, la mortalité par malformation. Et là, je veux vous toucher juste un autre aspect en montrant Paris. Donc, c'est le même genre de courbe, le même genre de vision colorimétrique. Et donc là, plus c'est foncé, plus c'est rouge ou orange, plus il y a de l'argent, et plus c'est jaune, moins il y a d'argent. Bon, pour ceux qui connaissent la région parisienne ou qui y vivent, vous reconnaissez très bien que le département en jaune, c'est le département 93, à l'exception de quelques villes du 93, et que le département où il y a le plus d'argent, c'est le département le plus foncé. Donc dans Paris, c'est très ancien, cette répartition a été faite, on va dire, au début du 19e siècle, au moment de la révolution industrielle, et elle était d'abord dans Paris intramuros, et on voit que c'est exactement le même genre de schéma, et puis ensuite elle s'est étendue à Paris et sa petite couronne. Et donc, pourquoi je vous montre ces images? Parce que si on regarde un autre aspect de la pauvreté, qui n'est pas seulement l'argent, comme sur celui de gauche, mais qui est celui du chômage, on voit que c'est à l'envers. Il y a plus de chômage dans les endroits où on est pauvre. Donc ça, c'est exactement la même chose. Et ici, c'est la vision multidimensionnelle. C'est pour ça que j'ai pris la planète comme introduction. La vision multidimensionnelle de la pauvreté, c'est-à-dire ça correspond à est-ce qu'on a accès à l'école, est-ce qu'il y a une sécurité dans la rue, une sensation de sécurité éprouvée par les gens, quelle est la qualité du logement, quelle est la qualité d'accès à l'alimentation, aux aides sociales, etc. Et là, on voit que effectivement, il y a une hétérogénéité avec les territoires vulnérables qui sont marqués en rouge, et puis les territoires aisés qui sont marqués en bleu, qui sont essentiellement dans Paris intramuros là-dessus. Et donc, on a utilisé ces cartes-là pour essayer de savoir s'il y avait des différences dans le microcosme, on va dire, de la région parisienne, mais qui peuvent être exemplaires entre
l'accès au diagnostic prénatal et la pauvreté. Est-ce que les gens ont accès au diagnostic prénatal alors qu'ils vivent dans des zones, des territoires vulnérables ou des territoires pauvres? Et donc, ce qu'on voit très clairement, c'est qu'il n'y a pas de problème d'accès au diagnostic prénatal. Les petits P ne sont pas significatifs en fonction de votre lieu de vie, que ce soit Paris, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne ou la Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire des zones où le niveau de pauvreté va croissant. Donc, il n'y a pas de problème d'accès au diagnostic prénatal lié à la pauvreté dans la petite région d'Île-de-France. Maintenant, est-ce que les choix concernant l'interruption de grossesse dépendent du lieu de vie et donc des zones de pauvreté? Et la réponse est oui, ça dépend de l'origine maternelle et justement du niveau de pauvreté. Et là, c'est significatif. Il y a une tendance pour le niveau éducatif et il n'y a par contre pas de différence entre la zone la plus riche de la région parisienne et la zone la plus pauvre. Mais par contre, il y a effectivement des choix qui sont liés à l'origine maternelle. Et donc ça, c'est important parce que c'est important non pas, c'est pas important de le dire, mais c'est important éventuellement de le savoir pour agir, puisque bien évidemment, le choix d'interrompre ou de ne pas interrompre la grossesse, c'est un choix qui est toujours respectable et qui doit toujours être respecté et qui doit être guidé avec uniquement de la bienveillance et pas je dirais de directives médicales. Il n'y en a aucune dans ce domaine-là. Mais ce qu'on sait et ce qu'on constate, et en particulier à partir de l'étude EpiCard, c'est que les malformations diagnostiquées en anténatal sont diagnostiquées dans toute la population, riche ou pauvre, mais que les familles qui poursuivent la grossesse et qui accueillent des enfants avec des malformations sévères sont aussi les plus pauvres. C'est-à-dire que les malformations qui ont le plus de risques de mortalité d'une part, mais surtout de morbidité et de problèmes à long terme, naissent dans les familles qui ont les ressources les plus limitées. Et donc aujourd'hui, il y a ce type d'information épidémiologique qui est très important, puisqu'elle supposerait qu'il y ait une action, on va dire, collective, ou de l'État, ou d'associations, qui permettent à ces familles de supporter la charge d'un enfant malade, alors qu'elles ont déjà des difficultés, puisqu'elles vivent dans des environnements qui sont appauvris par rapport à d'autres familles. Donc, ceci, c'est une réalité de la vie, c'est ce que montre l'épidémiologie, et c'est ce qui doit permettre de développer des ressources plus appropriées pour les familles les plus en difficulté. Et c'est vrai immédiatement, c'est vrai pour les soins des enfants, tout simplement se transporter pour aller en consultation, apporter des soins à son enfant, avoir une couverture sociale qui soit suffisante. Mais c'est aussi vrai pour d'autres problèmes, et en particulier un problème que je discute ici brièvement, qui est celui des anomalies du neurodéveloppement. Et on sait que plus la cardiopathie est sévère, en excluant les cardiopathies associées aux anomalies chromosomiques, mais plus la cardiopathie est sévère, plus on a d'anomalies neurodéveloppementales, c'est-à-dire de difficultés scolaires et de difficultés après universitaires et professionnelles. Et donc, je saute cette diapositive. Et il a été clairement montré, à nouveau, au sein de l'étude EpiCard dans la région parisienne, qui est vraiment une des bases de l'épidémiologie, en tout cas en Europe de l'Ouest, que le lien est extrêmement étroit, ajusté ou non ajusté, entre les performances des enfants de 4 ans et le niveau d'éducation maternelle et le lieu de vie dans les zones pauvres. Et donc, plus on vit dans une zone de pauvreté et moins on a un niveau éducatif important, plus les enfants ont des anomalies neurodéveloppementales associées aux cardiopathies congénitales. Et ceci est ajusté en fonction du type de cardiopathie. Donc c'est vrai pour les niveaux, quand c'est ajusté, pour les niveaux bas et intermédiaires je dirais de formation de la mère. Il n'y a pas le père, tout simplement parce qu'on n'avait pas l'information dans cette étude, mais c'est certainement exactement la même chose. En tout cas, ça a été montré dans d'autres travaux. Et donc, ça renforce l'idée qu'il faut distribuer les aides sociales de façon différentielle, en exagérant, enfin en augmentant, pas en exagérant, mais en augmentant de façon appropriée les aides sociales pour les familles les plus pauvres
et éventuellement en les diminuant pour les familles les plus aisées, dans l'idée justement de donner le maximum de chances à chacun des enfants qui naît avec des malformations cardiaques, et quel que soit leur lieu de naissance et leur environnement familial. Donc, pour résumer ce sujet de l'épidémiologie, on va dire que s'il y a des petits chiffres à retenir, en France, c'est une naissance sur 100, mais c'est à peu près vrai sur toute la planète. Ça veut dire que c'est 6 à 8 000 nouveau-nés par an en France. Donc, ça fait pas mal de gens. Et sur 6 à 8 000 nouveau-nés, là, je ne l'ai pas dit, mais en gros, il va falloir s'occuper de 3 000 d'entre eux. Il va y en avoir 4 à 5 000 qui vont avoir des petites communications interventriculaires, des petites dysplasies valvulaires pulmonaires ou des choses comme ça, donc pas grand-chose. Ceux-là, ils seront vus une fois en consultation, puis ce sera fini. Plus de 90% de survie à l'âge adulte, ce qui fait que ma diapositive date probablement un peu, parce que je pense qu'on s'approche plutôt des 400 000 personnes vivantes en France, avec une cardiopathie congénitale, donc ça fait une population qui est importante. Et puis, comme je vous le disais pendant ce cours, il y a des émergences, c'est-à-dire des phénomènes nouveaux dont il faut tenir compte pour justement former des gens, avoir des moyens humains et structurels pour les accueillir et les soigner. C'est des cardiopathies complexes qui survivent. Je vous ai montré l'exemple de la circulation univentriculaire. Des nouvelles morbidités, des arythmies inhabituelles qui ne sont pas les arythmies classiques, la fibrillation auriculaire en particulier, c'est des arythmies complexes dans des cardiopathies elles-mêmes complexes. Une croissance de la consommation de soins, puisque justement, j'ai dit qu'il fallait maintenir la plupart de ces patients dans des circuits spécialisés, donc il faut avoir les ressources pour le faire. Et puis, il y a des questions sociales et sociétales autour du diagnostic prénatal, de l'interruption de grossesse, mais aussi autour de la prise en charge médicale, mais pas que médicale, hein, aussi neurodéveloppementale et financière par les aides sociales, si elles sont possibles avec les ressources du pays, et sur l'orientation des aides sociales qui doit être appropriée et dirigée vers ceux qui en ont le plus besoin. Voilà, je m'arrête là